Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Et si demain, Marseille devenait la capitale de la vente légale de cannabis? Derrière cette provocante question se cache en réalité une réflexion très poussée de la part d'acteurs de terrain, de militants associatifs ou encore de politiques. Une réflexion autour de deux constats. L'économie souterraine tue les jeunes de quartier et empêche l'État d'engranger des millions d'euros. Des constats livrés, partagés, débattus lors de la conférence baptisée Légalisons-le. Ça s'est passé au mois de mars au parc Chano. Marseille, ville test pour la légalisation du cannabis. C'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Et pour en parler, je reçois Pierre Corobenic, journaliste à la rédaction de la Provence Marseille. Pierre, vous avez consacré un dossier sur la conférence Légalisons-le. Pour commencer et pour être très clair, est-ce que cette conférence avait pour but de faire la promotion du cannabis ? Non, pas du tout. C'était pas le but, c'était pas de faire l'éloge du cannabis, mais c'était d'ouvrir une réflexion sur la légalisation du cannabis, sa vente et sa consommation. Voilà, ouvrir la réflexion sans faire la promotion, tout simplement. Et d'ailleurs, les participants ne sont pas forcément des fumeurs de cannabis. C'est pas des adeptes de la fumette, on est sur des politiques, des auteurs, des militants, des habitants des quartiers nord aussi, pour qui la légalisation du cannabis aurait plusieurs avantages. Ça cumule des enjeux de santé publique, de sécurité publique et aussi des enjeux économiques pour l'État. Alors dans le détail et pour la réalisation de votre dossier, vous avez d'abord rencontré Sergio Coronado, organisateur de cette conférence. Pierre, qui est Sergio Coronado ? Alors Sergio Coronado, c'est un ancien parlementaire qui a représenté les Français de l'étranger en Amérique du Sud notamment. C'est un jeune parlementaire, il doit avoir une quarantaine d'années, c'est un mec assez cool. À Marseille, il représente les élus écologistes et c'est lui qui était à l'initiative de cette série de débats. Pourquoi a-t-il organisé cette conférence à Marseille ? Il part du postulat que Marseille est gangrénée par le trafic de stupéfiants et que ça a un sens particulier d'ouvrir le débat ici à Marseille. On le sait, la ville des règlements de compte, la ville des trafics, la ville des stupes. Car en effet, Marseille est le théâtre de l'affrontement sanglant entre les réseaux de trafic de stupéfiants, mais Marseille n'est pas la seule ville gangrénée par le trafic, et ça, Sergio Coronado l'a observé en Amérique du Sud. Il est né en Amérique latine, il a travaillé en Amérique latine, et il constate que l'Amérique latine, notamment le nord de l'Amérique latine, concentre les métropoles les plus violentes de la planète. Et lui, il dit que c'est pas forcément parce que ce sont les villes les plus pauvres de la planète, il dit surtout c'est parce qu'elles sont le théâtre des narcotrafiquants à très très grande échelle. C'est une économie informelle qui est ingérable, qui n'engendre que de la vente d'armes, que de la violence, que des meurtres. Et selon lui, Marseille suit la même trajectoire. Raison pour laquelle il pense que la légalisation peut pacifier l'espace public. Ouvrir ce débat à Marseille, ça a été fait d'abord sous le prisme de la sécurité publique. Il y a beaucoup d'habitants des quartiers nord, beaucoup d'élus, de représentants, de militants, d'acteurs associatifs qui constatent la faillite des politiques de répression. Pour eux, légaliser, c'est pour pacifier ces quartiers. Et pour comprendre quelles sont les conséquences du trafic de stupéfiants dans les quartiers, vous avez ensuite rencontré, Pierre, Anne-Marie Tagawa. Qui est Anne-Marie Tagawa ? Donc Anne-Marie Tagawa, c'est une habitante des quartiers nord. Elle est également éducatrice, elle est dans le groupe de veille de la Busserine. Et quel constat fait-elle ? Elle dit que les quartiers nord portent les stigmates des réseaux, qu'une partie des jeunes Marseillais payent de leur vie le tribut à ces réseaux. Elle constate que la police rentre dans les quartiers, stoppe les réseaux pendant 5 minutes et que 10 minutes plus tard, les rues sont à nouveau bouchées, les cases d'escalier sont à nouveau fermées et les cités sont à nouveau contrôlées par les choufs et les dealers. Un constat qu'Anne-Marie Tagawa n'est pas la seule à partager. L'usage et le trafic de drogue sont insensibles à la répression. C'est un outil répressif de plus qui va permettre de verbaliser plus de gens. Une mine d'or pour la politique du chiffre. Dans cet extrait vidéo du site Le Média, l'ex-policière Bénédicte Desforges dénonce la politique du chiffre. Pierre Corobenic, vous l'avez rencontré. Bénédicte Desforges, c'est une ancienne flic, une backeuse pour être plus précis. Et elle a fondé le collectif Police contre la prohibition. Clairement, elle dit que la lutte policière contre le trafic ne marche pas. C'est un positionnement assez marginal au sein de la police. Mais elle dit qu'en gros, la politique du chiffre, ça ne sert à rien, qu'elle a l'impression de vider l'océan à la petite cuillère et qu'il faudrait s'orienter vers d'autres solutions.
Les autres solutions, nous allons y venir dans un instant, mais pour bien comprendre ce que représente la lutte contre le trafic de stupéfiants, il faut prendre la direction du tribunal correctionnel de Marseille. Le député du groupe Liberté et Territoire, François-Michel Lambert, s'est penché sur le chiffre des comparutions liées au trafic de stupéfiants. Pierre, le chiffre parle de lui-même. Donc pour le député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, à Marseille, 60% de l'activité du tribunal pénal concernerait les stupes. Donc c'est énorme et ça a des conséquences selon lui sur les autres missions de la police et de la justice. Autre chiffre, celui du nombre d'homicides, là aussi c'est édifiant. Donc ça c'est un chiffre de la police judiciaire, un chiffre de 2018 qui dit que 90% des homicides commis dans les Bouches-du-Rhône auraient un lien direct avec le trafic de stupes. Preuve chiffrée des conséquences et des actions menées contre l'activité souterraine du trafic de cannabis, raison pour laquelle des voix s'élèvent pour demander la légalisation. Au cours de la conférence, Pierre Corobenic, vous avez rencontré Mohamed Ben Saada, membre de la France Insoumise et de l'association Quartier Nord, Quartier Fort. Quel est son point de vue ? Il sait que la dépénalisation ne réglera pas tous les problèmes et que la légalisation n'aura pas des effets miraculeux. Après, dans l'ouverture des débats à Marseille, il voulait que ce soit le point central des réflexions, savoir comment légaliser, comment organiser la vente. Lui, il n'est pas forcément pour une libéralisation, il serait plus pour un monopole d'État. Qui permettrait de contrôler la vente et la consommation. François-Michel Lambert, le député, est lui encore plus clair sur la vente. Donc lui, il le dit, pour lui non plus, le cannabis, c'est pas un produit neutre. Et lui, il milite pour un monopole d'État, de la graine jusqu'à la vente. C'est-à-dire que l'État aurait gestion d'absolument tout le processus. Une réflexion qu'il avait partagée à l'Assemblée nationale en brandissant tout simplement un joint. C'était en mai 2021. Et il avait entamé son discours à l'Assemblée nationale avec un joint à la main, ce qui avait bien sûr créé un véritable tollé parmi les parlementaires. Notre pays compte 5 millions de consommateurs de cannabis, 1 million de consommateurs quotidiens. Cette consommation a des conséquences importantes sur la santé publique, notamment car les dealers vendent des produits frelatés. C'est également une source d'insécurité. Pourtant, la seule réponse est une politique de prohibition. S'il vous plaît. Le simple fait de sortir un joint pourrait également... Mais comme vous disiez, Pierre, ce geste n'avait pas manqué de faire réagir l'Assemblée, à commencer par le ministre de l'Intérieur lui-même. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lambert. Gérald Darmanin. La différence entre vous et moi, c'est que je ne peux pas montrer toutes les dépressions que les drogues enragent les familles de France. Toutes ces mères et ces pères de famille qui se battent tous les jours pour expliquer à leurs enfants que c'est de la merde qu'ils prennent dans leurs veines et qu'ils fument. Je ne peux pas montrer ici... Preuve là aussi que le débat reste vif entre les parlementaires. Aux sceptiques, François-Michel Lambert, le député, répond par les chiffres en estimant combien pourrait rapporter la vente de cannabis par l'État. Donc selon lui et selon des études qu'il cite, cette vente légale pourrait créer 50 000 emplois. Pierre Corobenic. Il estime à 3 milliards d'euros les gains pour l'État, 1 milliard sur les économies faites sur les budgets justice, police et santé. Et 2 milliards sur les recettes de la vente avec, bien sûr, la fiscalité. Plus globalement, d'après François-Michel Lambert, qu'est-ce qui bloque la légalisation du cannabis ? Selon lui, les gens qui sont contre le sont pour des questions morales. Pour lui, la morale n'a rien à faire dans ce débat. En gros, il dit qu'on est contre la légalisation du cannabis comme on était contre la légalisation de l'homosexualité ou de l'IVG. Illustration au sein du conseil municipal de Marseille, en réaction à la tenue sur la conférence Légalisons-le au parc Chano, l'élu Les Républicains, Yves Morenne, avait fait part de sa désapprobation. Il est totalement opposé à la légalisation. Pour lui, ce serait une espèce d'abandon. Et légaliser, c'est abandonner. Quelles pourraient être les conséquences de la légalisation, selon Yves Morenne ? Ce qu'il craint aussi, c'est un système d'escalade. C'est que les délinquants et les mafias qui seraient privés de la vente de cannabis s'orientent vers de nouveaux crimes et délits, vers de nouvelles drogues plus dures et vers des braquages qui perturbent encore plus l'ordre public. Bande passante, l'info décryptée. On le voit, la question de la légalisation
légalisation du cannabis divise au plus haut point. Face à ce constat, l'auteur et documentariste marseillaise Fanny Fontan, qui a ouvert la conférence au parc Chano, fait une proposition. Oui, voilà, tout à fait. Elle propose de faire de Marseille un laboratoire pour la vente légale du cannabis. Comme Marseille l'a été pour les écoles, avec le plan école notamment, Marseille pourrait encore une fois montrer la voie. Une proposition qui n'est pas neutre et qui nourrit encore davantage la réflexion sur la légalisation du cannabis. Pour être complet sur le sujet, Pierre, vous avez interrogé un addictologue, le docteur Autier, pour comprendre les effets du cannabis. Très clairement, il n'est pas opposé à la légalisation du cannabis, mais pour lui, l'enjeu majeur doit être la santé publique. Et l'enjeu majeur doit être surtout la diminution de la consommation chez les jeunes. Quel est son diagnostic ? Il constate déjà en premier lieu que le fait d'avoir un des systèmes les plus répressifs en France entraîne au contraire d'avoir la consommation la plus élevée chez les jeunes. Donc c'est déjà un premier constat. Son second constat, chez les adolescents, la consommation de cannabis qui est souvent régulière, qui est souvent plus régulière que chez les adultes qui sont à même à consommer de manière festive le cannabis. On va dire que chez les adolescents, il y a une consommation plus régulière et que cette consommation, elle peut avoir des effets très lourds sur le fonctionnement du cerveau, qu'elle peut causer des troubles de l'apprentissage et de la mémoire. Et il ajoute même qu'elle peut déclencher des maladies psychiatriques plus précoces chez certains individus. Schizophrénie, paranoïa. Il faut avoir un terrain fertile, on va dire, mais le cannabis peut être un élément déclencheur. Raison pour laquelle l'addictologue favorable à la légalisation du cannabis plaide avant tout pour une stricte et ferme politique de prévention, une politique qui serait financée par la vente légale de cannabis. Lui dit, en gros, si on légalise, avec l'argent de la légalisation, il faut que ce que ça nous rapporte soit directement injecté vers les politiques de prévention, et notamment dans les lycées et les collèges et en direction des jeunes. Merci Pierre Korobenic pour ces précisions sur la conférence que vous avez suivie. Bande passante, c'est le podcast hebdomadaire de la Provence, un podcast à retrouver sur différentes plateformes comme Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer.